La situation sécuritaire dans l'est du pays reste une actualité à laquelle nous ne pouvons pas dérober ou bien présenter des excuses autour de ces sujets ou ces thèmes de la journée. Je vous présente sur ces plateaux trois co-débatteurs qui sont déjà présents. En attendant la quatrième personne qui va nous rejoindre, je vous présente Joe Maele. Il est politologue et proche de l'Union sacrée. Bonjour Joe Maele. Bonjour cher Cédric, bonjour à tous les Congolais qui nous suivent. Grande et ma joie de pouvoir participer à cette grande émission sociopolitique qui parle des questions sociétales qui touchent la République. Je vous salue, je salue mes co-débatteurs avec qui nous allons naviguer dans le monde des idées. Je salue aussi les institutions du pays qui font un travail bien. Quand je parle des institutions, je vois des institutions de base comme les institutions spécifiques. Aujourd'hui, lorsque je parle des institutions spécifiques, pour moi, je vois les provinces, et plus particulièrement, je vois la province de Lualaba qui est incarnée par Madame Fifi Masuka. Et aujourd'hui, un constat est fait. Elle demeure parmi les autorités de l'Union sacrée qui donnent du crédit au bilan de M. Félix-Antoine Tshisekedi. Pourquoi elle donne le bilan? Pourquoi elle donne du crédit? Parce qu'elle fait des actions palpables et puis elle a instauré une gestion honnête, une gestion orthodoxe. Okay. Je suis en train, comme un communicateur de l'Union sacrée, je suis en train de louer cette manière de faire. Et puis à Madame Yvette Angoussi, qui est aussi l'une des têtes pensantes de la province de Lualaba, qui conjugue ensemble avec Madame Fifi Masuka pour faire asseoir la vision du chef de l'État au niveau du Lualaba. Donc nous, en tant que communicateurs de l'Union sacrée, nous sommes censés les propager les bonnes actions que font les lieutenants de Félix-Antoine Tshisekedi. Et nous propageons ces actions. Nous pensons que nous allons réfléchir en République et puis nous serons objectifs. Merci beaucoup, Joe Maele. Je rappelle que vous êtes politologue et puis proche de l'Union sacrée. Je vous présente également Glody Okota. Il est d'élu d'EPES. Glody, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. C'est toujours un plaisir pour moi de passer, comme a dit mon frère, dans cette grande émission. Alors là, je salue les co-débatteurs. Je salue également tous ceux qui nous suivent à travers la télévision. Et je salue particulièrement un jeune particulier, je dirais, les natifs de la commune de Ngalema. Là, j'ai fait allusion à mon frère Eli Okese, qui a toujours été là pour aider la jeunesse de la commune de Ngalema et qui a une activité, qui va organiser une activité demain au quartier Mousseï, au quartier Mousseï, avenue Ngafoula, numéro 19. Et j'ai profité de l'occasion pour appeler toute la population de Ngalema de se présenter dans cette grande activité qui va organiser demain. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et nous avons également Dieu Merci Vassabola. Il est cadre du parti Lèvons-nous et bâtissons les battes. Bonjour, cher Dieu Merci. Bonjour, cher Cédric. C'est pour moi un honneur de participer encore de nouveau dans cette émission. J'ai salué les co-débatteurs, j'ai salué le peuple congolais. Merci pour l'opportunité. Merci beaucoup à tous ceux qui sont en train de nous suivre. Bienvenue dans cette émission, les thermomètres de la RDC. Alors nous prenons le premier sujet, c'est la suite du carnage de Goma. Vous le savez, les morts ont été enterrés hier en présence du ministre du VPM de l'Intérieur, Peter Kazadi, après avoir trouvé un terrain d'entente entre les familles des victimes et les autorités provinciales, lui-même, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. Alors, autour de ces sujets, je commence avec Joe Maele. Quelles sont vos impressions par rapport à ces gestes du gouvernement congolais? Je pense qu'une fois de plus, étant que Congolais, premièrement, et puis étant qu'humaniste, en général, je m'incline d'abord face à ceux qui ont perdu la vie. Je présente un message de condoléances à toutes les familles qui ont perdu un membre ou des membres chers, parce que vous savez, notre constitution l'énonce dans l'article 16, même toutes les dispositions de droits de l'homme dit que la vie humaine est sacrée, et les droits à la vie, c'est les droits les plus fondamentaux. Donc, étant qu'humaniste et puis étant que Congolais, je m'incline face à cette situation. La deuxième des choses, le gouvernement Félix Tshisekedi est incarné par M. Samalou Konde et ses lieutenants, prouve au commun des mortels que c'est un gouvernement responsable. Un gouvernement responsable, à chaque fois qu'il y a un problème au sein de la société, c'est un gouvernement qui se voile pas la face,
C'est un gouvernement qui est toujours là à proximité avec sa population pour venir en aide à la population sur certaines questions qui gangrènent au sein de la société. Vous savez, lorsque nous sommes dans la sphère étatique, il y a une sorte de dynamique qui s'est faite. C'est entre les inputs et les outputs. Les inputs, ce sont les différentes demandes de la population qui entrent, et les outputs, ce sont les différentes réponses, recommandations, orientations des autorités qui sortent. Et tout cela se passe au sein d'une boîte noire. Et aujourd'hui, les autorités congolaises prouvent à suffisance qu'ils sont responsables face à leur destin, ils sont responsables face à certaines choses qui arrivent. Et moi, je pense que ça remonte aussi les morales de ceux qui sont de l'autre côté. Parce que lorsqu'ils voient et ceux qui incarnent les institutions centrales, parce qu'il ne faudrait pas l'oublier dans tout ce que nous faisons, il faudrait toujours les citer, que nous sommes dans une décentralisation. Les autorités sont sur des niveaux, au niveau central et au niveau provincial. Du fait qu'ils voient que les autorités du niveau central viennent sur le terrain pour compatir avec eux, pour les réconforter, je pense que c'est une marque de considération, une marque de responsabilité envers la population et puis envers ces personnes-là qui ont voulu qu'ils soient là. Donc moi je pense que ce qui est fait, je ne minimise pas, mais vous savez qu'il y a un procès en cours contre les différents acteurs, ceux qui ont commis ces actes de barbarie. Et ces personnes-là, comme j'ai toujours dit, partiront en paix lorsque les vraies causalités seront trouvées et les personnes seront sanctionnées. Merci beaucoup, Diomaye. Et comme vous l'avez dit tantôt, c'est la même question que je vais poser à Glody Okota. Bien sûr, l'incident avait eu lieu le 30 août dernier. Les auteurs sont devant la justice. Le gouverneur militaire lui-même est interpellé à Kinshasa. Un nouveau gouverneur militaire est déjà nommé sur instruction du président de la République. Et il est également commandant des opérations dans cette partie du territoire national. Quelles sont vos impressions par rapport à cette réaction du gouvernement? Merci beaucoup pour la question, monsieur le journaliste. Moi, je pense que ce qui a été fait à Goma a été condamné par tout le monde. Parce que, comme a dit mon frère, la vie humaine est sacrée. Alors, on ne pouvait pas, n'est-ce pas, accepter que nos compatriotes puissent mourir de la sorte. Mais ce qu'il faut retenir ici, je pense, c'est tout ce que le gouvernement fait, la responsabilité que le gouvernement nous a montrée face à ce qui était passé à Goma. Monsieur le journaliste, vous allez constater que depuis que ce carnage a eu lieu, le gouvernement a toujours été auprès de la population. En commençant par l'enquête qui a été diligentée lors du Conseil des ministres, où on a vu les VPM Jean-Pierre Bemba et les VPM Peter Kazadi, accompagnés des autres autorités de ces pays, aller sur place pour s'enquérir de ce qui s'était passé. Et après cela, vous avez vu, vous tous, que le gouvernement a organisé à travers la justice un procès pour établir la responsabilité de tout ce qui était, n'est-ce pas, à la tête de ce qui s'était passé. Mais si les journalistes, vous savez, vous devez savoir que quand on parle d'un état de droit, on voit directement la justice. C'est vrai que ce qui s'était passé était condamnable, mais c'est celle de la justice qui, après avoir établi les responsabilités, pourra donner, n'est-ce pas, la sentence qui mérite chaque responsable de ces carnages. Là, pour la petite histoire, je peux vous rappeler une chose pour vous faire voir qu'effectivement nous sommes dans un état de droit. Nous sommes en 2011, lors du retour des sphères délimitées, Etienne Tshisekedi, paix à son âme. Il était parti faire sa campagne électorale dans des provinces. À son retour ici en Djili, les images existent encore jusqu'à présent. Les GR de l'époque ont tiré à balles réelles sur la population. Jamais nous avons vu un procès dans ces pays. Jamais les gens ont été, n'est-ce pas, poursuivis dans ces pays jusqu'à présent. Mais même ces procès, on parle de vrais commanditaires qui n'ont pas été interpellés. Non, monsieur les gouverneurs. On parle d'un gouverneur militaire qui a été interpellé à Kinshasa. Messieurs les journalistes, déjà, quand nous arrivons à un niveau où les gouverneurs militaires est non seulement interpellé, mais est suspendu. Parce qu'on ne peut nommer
un autre gouverneur a dit que si celui qui était là est suspendu, vous voyez, le gouverneur militaire qui était là, je vous informe, a été suspendu, a été d'abord rappelé ici à Kinshasa, et par après il a été suspendu. C'est comme ça qu'on a nommé un autre gouverneur militaire. Parce que le gouverneur qui était là n'était pas seulement là pour gérer administrativement les provinces. Non, il était aussi là pour gérer militairement les provinces. Donc on peut dire que ce qui était passé à Goma, c'était bel et bien nous les responsables. Parce que c'est lui qui était à la tête de tous les militaires qui étaient là en tant que gouverneur militaire. Aujourd'hui, on peut donner la raison à la société civile de cette partie du pays qui avait dénoncé lors de leur prise de fonction que ces gens-là, ils ont été réputés, qu'ils ne feront rien, ce sont des anciens rebelles qualifiés par la société civile de cette partie du pays. Aujourd'hui, vous voyez que non, la population avait raison. Bon, je ne peux pas dire que la population a raison, parce que, comme vous le savez, notre armée a toujours été là pour protéger la population et notre territoire. Mais c'est les journalistes, ce que les gens ne savent pas, c'est que si nos militaires qui étaient là n'avaient pas réagi de la sorte, bien que nous avons tous condamné cela, c'est le contraire qui allait être fait. Parce que je vous informe que ces gens-là étaient armés. Il faut suivre les procès pour voir comment notre armée a présenté leurs armes. Donc, si notre armée n'avait pas réagi de la sorte, c'est le contraire, c'est-à-dire c'est nos militaires, n'est-ce pas, qui allaient être massacrés de la sorte. Merci beaucoup, Glody Okota. Je donne la parole à Dieu Merci Wassabola. Vous êtes cadre du parti Lévano et Bâtisson, les BAT. Après Carnage de Goma, bien sûr, tout le monde a déploré ça. Nous avons tous condamné, mais au moins, le gouvernement congolais s'est pris en charge d'inhumer d'abord les victimes et prendre langue avec les familles des victimes, chercher un terrain d'entente. Quand même, c'est parmi les évolutions qu'on attendait par rapport à ces dossiers. Merci, monsieur le journaliste. Je ne vois pas quelque chose d'extraordinaire parce que ça revient des devoirs du gouvernement et surtout parce que, d'une manière ou d'une autre, c'est le gouvernement qui a tué. Ça, on doit le dire. Parce que l'armée qui avait tiré sur ces gens-là, ce n'était pas des rebelles, ni armée étrangère. Et grave encore, c'était la garde républicaine. Bon. Ici, nous devons dire vrai les choses. Hein. On ne doit pas chercher à innocenter des gens. Vous venez de recadrer, mon ami, que les vrais commanditaires n'ont jamais été interpellés. Suspendre ou soit sanctionner le gouverneur militaire Constant Dimi, c'est une mesure, mais ce n'est pas du tout sincère parce que... Le VPN de l'Intérieur a dit pour raison d'enquête. Pour raison d'enquête. Les enquêtes sont en cours. Quand vous me parlez de VPN de l'Intérieur, si on était dans un pays de droit et un pays sérieux, il devait soit démissionner ou soit lui aussi être suspendu. Pour quelle raison? Pour juste le dossier de M. Chéribert Okende. Je ne l'accuse pas d'être auteur, mais en termes de responsabilité, c'est lui qui a la charge de la sécurité intérieure. S'il ne s'est pas même, si c'est pas sécurisé, un homme de son rang, qu'on parle à une personnalité politique de son rang, M. Chéribert Okende, à combien plus forte raison, nous les autres, les Congolais. C'est-à-dire que M. Chéribert Okende a été enlevé, cela a été alerté par les journalistes, on l'a assassiné, on a pris son corps, on a jeté comme on a jeté. C'est une affaire qui est entre les mains de la justice, laisser la justice non, faire son je travail. Ne parle pas de la justice, je parle ici je parle de la responsabilité. Parce que vous parlez de journalistes, il y a certains qui sont interpellés pour avoir dénoncé l'événement avant le début de l'affaire. Non, mais aujourd'hui, la réalité nous rattrape. Vous avez vu que Jeune Afrique a dit que M. Chéribert, parce qu'on attend les résultats de l'autopsie. Bon, je ne veux pas entrer dans ça parce que ce n'est pas le sujet, mais parce que vous avez cité le nom de VPM de l'Intérieur, je crois qu'il devait normalement avoir le courage, il devait avoir le courage de démissionner. Je retourne sur... ma réflexion, c'était sur de vraies responsabilités, vous voyez. Si la garde républicaine, si c'est la garde républicaine qui avait intervenu là-bas, donc on doit bien établir, parce que suspendre le gouverneur militaire, c'est essayer un peu d'accuser son chien de rage
quand on veut noyer son chien, vous connaissez l'adage, n'est-ce pas? Justement. Quand on veut noyer son chien, on l'accuse des rats. C'est-à-dire que le gouverneur militaire n'est pas... la garde républicaine n'obéit pas, n'est-ce pas, au commandement des gouverneurs militaires. L'ordonnance numéro, si je ne me trompe pas, numéro 13/063, portant organisation et fonctionnement de la GR, garde républicaine, dans son article 10, il dit sur le plan opérationnel, le commandant de la GR relève du président de la République. N'est-ce pas? Et que voulez-vous dire? Je vais dire tout simplement que il y a des choses que nous devons dire, nous devons dénoncer. Si le président de la République, si M. Félix Tshisekedi n'était pas informé de la situation, déjà, très souvent, il n'est pas informé. Mais lors du procès, vous avez vu le Ouazalendo, qui est un mouvement, un secte religieux, mais qui a des armes, il y a des sortes de armes qui possèdent même notre armée. Moi, je crois qu'il y avait une autre manière d'anticiper les choses. Face à quelqu'un qui a l'arme. Nous n'avons pas la vérité jusqu'ici. Vous avez parlé de la justice, n'est-ce pas? Est-ce que nous avons eu la réplique? Nous avons eu... Parce que si ils étaient armés, et qu'ils sont devant un fait accompli, c'est-à-dire ils sont devant la mort parce qu'ils sont attaqués, ils devaient aussi répliquer. On devait voir aussi peut-être des morts, 1 ou 2 morts de l'autre côté. Mais ce que nous avons vu, nous avons constaté... Un policier était décédé, il était mais les policiers n'étaient pas décédés le jour de l'opération. C'était le jour même? Non. Non, je vous dis. Non, c'était pendant les manifestations des Ouazalendo. Et puis l'opération s'est faite la nuit, à partir de 4 h du matin, monsieur Philippe. C'est le journaliste, pardon. S'il vous plaît, vous aurez les temps. Nous avons tous vu les images. C'est-à-dire le policier a été assassiné pendant les manifestations la journée. Et puis la garde républicaine a intervenu la nuit, à partir de 4 h du matin. Les vidéos... Mais écoutez, ce n'est pas les vidéos. Vous allez contredire le ministre de 20 PM. Il y avait, n'est-ce pas que vous avez suivi un point de presse, non? Il a parlé de l'intervention. On dit quoi? On s'est contredit nous-mêmes. Non, on doit dire les choses comme il faut. C'est-à-dire que ici, on doit commencer d'abord par interpeller le commandant de la GR. S'il faut les suspendre, la justice doit saisir de cette situation. N'est-ce pas? Et puis après, commencer à faire des vraies enquêtes. Parce que vous suspendrez le gouverneur militaire ne suffit pas. Justement. Et deuxièmement, les familles victimes ont besoin de la justice, n'est-ce pas? J'ai suivi qu'on a refusé de donner le corps aux familles. Pour des simples précisions, voilà, le VPM de l'intérieur, une fois arrivé à Goma, hier, il a pris son temps de causer avec les familles des victimes. Voilà pourquoi, ce qui a causé même que l'inhumation intervienne en retard. Mais pourquoi il y a eu des manifestations? Vous savez qu'il y a eu des manifestations. Vous êtes d'accord avec moi? Bien avant. Il y a eu des gens qui ont manifesté. Il y avait un communiqué du gouvernorat qui annonçait l'inhumation sans toutefois trouver un terrain d'entente entre les gouvernorats et les familles des victimes. La raison pour laquelle le VPM de l'intérieur est intervenu. Mais je me pose la question, pourquoi il doit toujours avoir ces genres de choses? Pourquoi? Pourquoi les choses ne peuvent pas passer normalement? Parce que ici, nous devons avoir la honte. Nous devons nous couvrir de cette honte et dire que nous avons tué nos frères. La moindre des choses, il faut les enterrer avec dignité. Quand la famille demande, parce que la famille reste sacrée, quand la famille demande le corps de leurs frères, le corps de leurs soeurs, parce qu'il y a eu même des journalistes qui sont morts, n'est-ce pas? Il y a eu des photos de journalistes qui sont morts, qui faisaient partie de ces sectes, qui étaient dans l'église au moment des attaques. Alors, ces gens-là n'ont pas besoin, ces familles-là n'ont pas le droit d'inhumer leurs frères dignement. Merci beaucoup, Dieu merci, Bassaboula. Je vous donne la parole. Non, s'il vous plaît. Je donne la parole à Symphorien Kayembe, vient à peine de nous rejoindre sur le plateau. Bonjour, cher Symphorien. Bonjour, cher Cédric. J'espère que la santé, ça va. Oui, ça va, ça va. Je salue aussi tous mes frères à qui nous partageons avec eux les débats.
par rapport au... Oui, justement, je crois, je vais vous donner la parole sur ces sujets, beaucoup plus du côté où les gouvernements congolais a quand même trouvé un terrain d'entente avec les familles des victimes. Mais quand bien même il y a eu un terrain d'entente, mais c'est que le corps des victimes n'ont pas été protégés dignement, parce qu'on parle des corps en décomposition qui ont été inhumés hier. Vous savez, avant d'arriver à cette situation où il y a eu des échauffourées entre les familles des victimes et les gouvernements, représentés par les VPM Peter Kazadi, je crois, en tout état de cause, les familles des victimes peuvent présenter leur mécontentement devant les gouvernements, et les gouvernements, je ne pense pas que les gouvernements doivent suivre les caprices des familles des victimes. Il y a eu des préalables que les gouvernements devraient répondre, et la famille, de leur côté, ils devront aussi répondre aux préalables que le gouvernement avait mis en place. J'entre pour expliquer, j'ai suivi mon ami, je crois encore le nom. Dieu merci Bassabola. J'ai suivi Dieu merci Bassabola de manière religieuse. Il faut que notre ami puisse savoir que Goma était sous menace, et demeure, pas était, mais demeure sous menace des terroristes du M23. Donc, un simple mouvement serait considéré comme une action d'insurrection, l'atteinte à la sécurité de l'État. Dommage que la population, notre population de Goma tombe dans des pièges de nos ennemis qui sont en train de chercher par tous les moyens de stabiliser cette partie de l'Est. Et il a essayé un peu d'expliquer la mission de la garde républicaine. Je ne vais pas ici aller en profondeur parce que je ne suis pas spécialiste en matière militaire, mais néanmoins il faut souligner que la garde républicaine a aussi pour mission d'appuyer aussi les FARDC. Ça, je vous renvoie, vous avez les images du commandant de la garde républicaine lors des dernières... la marche d'endurance. Il avait expliqué la mission pour laquelle la garde républicaine est en train aussi de jouer. Non seulement de protéger les présidents de la République, mais aussi appuyer d'autres services de l'armée. Donc, ici, il s'agit d'un mouvement instrumentalisé par les ennemis de la République. Et l'armée ne pouvait pas accepter à ce que cette partie soit déstabilisée. Comment on peut organiser une marche qui réclame le départ de la MONUSCO, bien entendu, et cette marche-là est organisée pendant, et ça commence pendant des heures où les gens sont en train encore de dormir à 3 heures. Vous imaginez dans un pays où il y a la sécurité, vous imaginez dans un coin où il y a des menaces des terroristes du M23. Aujourd'hui, le M23 est en train de peiner pour conquérir la ville de Goma. Alors, à ce moment ici, initier ou amener notre armée dans une distraction comme ça, ça ne pouvait qu'arriver à ce niveau-là. Je condamne personnellement les carnages, je condamne, mais l'armée ne pouvait pas observer des choses comme ça parce que lors de ces procès qui se déroulent là-bas, nous avons vu l'armée nous montrer des armes, des munitions. C'est pour dire qu'il y avait des gens qui attendaient à ce que ces mouvements puissent ouvrir la porte et à leur tour aller profiter pour faire du n'importe quoi. Moi, en tant que citoyen congolais, je condamne et j'espère qu'aucune excuse ne pourrait ramener les vies des victimes en vie. Et nous appelons toujours le gouvernement congolais à la responsabilité et à la justice en tant que telle. Lors d'une procédure judiciaire, je suis politologue, je ne suis pas juriste, okay, mais au moins il faut donner des détails par rapport à ça, parce que la mère essaie un peu de parler, il condamne de façon qu'on a suspendu le général Constant Dima. Nous sommes à l'Assemblée nationale. Lorsque un député commet des bêtises, qu'est-ce qui se passe? On demande d'enlever les immunités des parlementaires qui est concerné. Alors, lorsque nous sommes en armée, si un corps militaire est concerné,
la meilleure chose de faire, c'est quoi? C'est suspendre d'abord le monsieur qui est concerné pour que la justice fasse bien son travail. Je ne vois pas pourquoi vous voulez assez qu'on puisse aller jusqu'au niveau de suspendre les commandants de la garde républicaine, les messieurs qui est concerné sur place. Vous me dites aujourd'hui que la garde républicaine peut se rendre dans une province et comme c'est l'unité qui dépend directement du président de la République, ils ne peuvent pas arriver au niveau provincial, s'adresser, déposer leurs lettres ou faire des routes. Non. Il y a une autorité bien établie au niveau provincial et chaque service, au moment où vous êtes en mission dans une province quelconque, vous devez passer par les autorités établies sur place. Donc à ce niveau-là, je trouve que les choses sont bien claires parce qu'on ne pouvait pas continuer à mener des enquêtes pendant que les gouverneurs militaires qu'on est en train d'accueillir à tout moment et rester en fonction. Merci beaucoup Symphorien KMB. Je rappelle, vous êtes des Lignons Sacrés. Je reviens à Dio Maïlé avec le même sujet, mais c'est que déjà, à chaque fois nous sentons que, comme vient de le dire tout à l'heure Symphorien KMB, la ville de Goma est toujours sous menace. Nos localités sont toujours occupées. Le 1-23 persiste et signe qu'il ne va pas quitter cette partie occupée illégalement. Ils sont fournis en hommes, en armes et en tout ce qu'ils ont besoin. Mais aujourd'hui, nous voulons organiser les élections. Cette partie est occupée par les rebelles. Alors, cette partie, ça veut dire que nous irons aux élections sans cette partie du pays, comme ça a été le cas avec Yumbi, Beni Territoire. Et pourtant, la population de ces coins a aussi besoin de voter. Exactement. Le droit de vote, c'est un droit politique le plus légitime à tout citoyen congolais. Mais je vous ai toujours dit, par les différents constats que j'ai eu à faire sur la question sécuritaire de l'Est, c'est qu'il faudrait savoir, c'est une question qui se place sur deux dimensions, dimension interne et dimension externe. Toutes les deux dimensions mettent en évidence ou en exergue les différents acteurs. Et en interne, nous avons des acteurs qui entrent en exergue, des acteurs qui facilitent cette insécurité. Et parmi les acteurs qui facilitent cette insécurité, il y a les dignes fils du pays. Et certains dignes fils du pays qui sont des autorités politico-administratives. Il y a certains dignes fils du pays qui sont des paisibles citoyens. Pourquoi j'ai dit ces thèses? Parce qu'au début de la mise en application de l'état de siège, vous avez vu combien de groupuscules de personnes qui ont été démantelées, qui travaillaient en connivence avec les groupes rebelles. Donc je pense que ici, l'insécurité de l'Est est en train de changer les formats. Ils voient que l'armée congolaise est en train de se restructurer. Qu'est-ce qu'il faut faire? À chaque fois, il faudrait changer de tactique pour asseoir l'insécurité. Mais laissez-moi un peu revenir en arrière. Ici, plus rapidement. Oui, exactement. C'est juste, nous parlons, c'est juste quelques points que je veux mettre sur clair concernant la question de l'insécurité et des Ouazalendo. Ici, nous parlons d'une question qui est très capitale. La première des choses, il faudrait déterminer les cadres dans lesquels cette insécurité s'est faite. Ça s'est fait dans une administration territoriale décentralisée. Oui. Qui est patron de cette administration? C'est ce qu'on appelle un gouverneur. Et c'est dans quel cadre? C'est dans un cadre spécifique. Un cadre qu'on a déclaré l'état de siège. Ça signifie nous quittons le cadre normal où ce sont les citoyens qui gèrent la chose publique. Nous partons dans un cadre spécifique au regard de l'insécurité où ce sont les militaires. Alors, il faudrait se poser la question qui est chef direct des militaires et qui est chef militaire des policiers. Parce que ici, la question même de l'ordre public n'est plus traitée par les policiers, mais c'est traité par les militaires. Alors, lorsqu'on va dégager les responsabilités, il y a deux types de responsabilités. Il y a les responsabilités administratives qui vont être dégagées, il y a les responsabilités juridiques. Il n'y a pas une responsabilité juridique qui est collective. La responsabilité juridique, comme on dit, la responsabilité pénale, elle est toujours individuelle. C'est pourquoi on va aller dans une dynamique du procès pour rechercher et analyser sur base des éléments, voir qui est coupable et qui ne l'est pas. De ce côté-là,
on ne peut pas encore conclure pour dire qu'il faut sanctionner un tel ou un tel. La deuxième dimension, c'est la responsabilité administrative. La responsabilité administrative incombe au chef. Et les chefs, c'est cette personne qui gère la territorialité. Qui gère la territorialité, pour l'instant, c'est le général Constant Ndima. Comme c'est lui qui gère la territorialité, il engage automatiquement, c'est comme s'il devient l'institution primaire de cette territorialité. Il doit être suspendu, parce que l'administration, c'est comme ça. On suspend le chef parce que c'est lui qui engage la territorialité. Alors, parlons du ministre de l'Intérieur, il faudrait le suspendre. Je pense que lorsqu'on doit suspendre le ministre de l'Intérieur, il faudrait une ramification directe. Ici, nous sommes dans un contexte, comme je l'ai dit, je l'ai expliqué, nous sommes dans un contexte où l'ambiguïté plane. Parce que la territorialité est gérée par des militaires et l'armée n'incombe pas de la responsabilité du ministre de l'Intérieur. L'armée incombe de la responsabilité du ministre de la Défense. Donc il y a une certaine ambiguïté dans cette question et la Constitution aussi n'est pas claire par rapport à cette question. Mais ici, on doit taper plus sur la démarche juridictionnelle. Okay. La démarche juridictionnelle qui va permettre à ce que chaque individu, chaque responsable, direct ou indirect, parce que dans la dynamique juridique, il y a ce qu'on appelle les auteurs directs, les auteurs indirects, les auteurs intellectuels, les co-auteurs. Donc on va dégager tous ces aspects-là. Ok, alors rapidement. La question sur la sécurité. Et moi je pense que les élections vont se dérouler, oui. Mais il faudrait que, je vous ai dit dans vos plateaux ici, plusieurs fois que vous m'avez reçu, je vous ai dit, il a fallu réfléchir sur des alternatives à prendre, sur des questions à sélectionner. Je vous ai dit, la question sécuritaire, pour moi, c'est une question qui est primordiale au-delà de la question électorale. Okay. Nos frères nous ont dit que Félix-Antoine Tshisekedi avait des ambitions et des séquelles de glissement. Alors, ces messieurs qui ont des séquelles de glissement et ces messieurs qui ont des ambitions pour violer la Constitution, il semblerait, selon nos frères de l'opposition, part dans une vitesse incroyable pour organiser des élections. Ces mêmes personnes changent de discours pour dire que non, il ne faudrait pas que nous rentrons comme nous étions antérieurement, mais il faudrait l'organisation totalitaire des élections. Mais il faut se poser la question, qu'est-ce que ces gens veulent? Parce que, à mon humble avis, si j'étais conseiller du président de la République, à mon humble avis, si j'étais décideur direct, il a fallu d'abord traiter la question sécuritaire. C'est une question, pour moi, qui va même au-delà des textes. Parce que si la sécurité n'existait pas, okay, les élections aussi n'existeront pas. Les théoriciens et les praticiens de la science politique, du droit constitutionnel et des autres sciences ramifiées aux sciences politiques nous disent que si l'État est né dans les théories contractuelles, c'est sur carence de la sécurité. L'État n'est pas né sur carence électorale, okay, mais sur carence de la sécurité. Donc, les premiers secteurs de la vie, c'est les secteurs sécuritaires. Mais au regard de tout ce qui se passe comme contexte politique, le président Félix-Antoine Tshisekedi travaille sur les deux niveaux. Il dit, j'injecte l'argent dans la sécurité, j'injecte aussi dans les élections, pour que lorsque nous allons arriver après le 31 décembre au 1er janvier, qu'on ne nous dise pas, Félix-Antoine Tshisekedi, le fils de Sphinx, a eu des velléités de glissement. Ok. Merci beaucoup, Diomaye. Je donne la parole à Glody Okota sur la même question. Vous êtes des l'UDPS, je dois les préciser. L'UDPS, parti au pouvoir, l'UDPS qui gère la République démocratique du Congo aujourd'hui. Je commence par cet aspect sécuritaire. Aujourd'hui, nous risquons de faire les mêmes élections comme ça a été le cas en 2018, où il n'y avait pas Yumbi Beni territoire. Et pourtant, l'UDPS au pouvoir, on s'attendait à une sécurisation du territoire national, on s'attendait à une évolution de la situation de la République démocratique du Congo. Et aussi, sur cet aspect des élections, on accuse aujourd'hui les régimes en place de vouloir profiter de cette sécurité pour nous amener à une élection chaotique. Merci beaucoup pour la question, messieurs les journalistes. Messieurs les journalistes, vous allez constater que quand vous avez donné la parole à mon frère
l'opposition, entre guillemets, il n'a rien dit. Il n'avait rien dit tout simplement parce que apparemment il n'a aucune information par rapport à ce qui s'était passé à Goma. C'est comme ça que vous avez vu qu'au lieu de répondre à votre question, lui il a préféré parler de M. Cheriba Okende, puis à son âme, dont la question n'avait rien à voir avec la question que vous lui avez posée. Il a dit ici qu'apparemment les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, s'en foutrait de ce qui s'était passé à Goma. Alors qu'il a oublié que juste quelques minutes après ce qui s'était passé à Goma, le président de la République avait réagi à travers un communiqué, et justement après, à travers les conseils des ministres, où il avait condamné dans des termes forts ce qui s'était passé à Goma. Et d'ailleurs, si vous constatez très bien, depuis quand il y a les carnages de Goma, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a sensiblement maigri. Il a maigri, il a perdu du poids. Là, c'est votre observation. Non, ce n'est pas mon observation, il faut les voir. Il faut les voir, il faut les constater. Juste avant les carnages et après les carnages, vous allez voir que le chef de l'État a perdu sensiblement du poids. Et il est très soucié de ce qui s'était passé, n'est-ce pas, à Goma. Alors, je voulais aussi fixer une chose. Plus rapidement, je voulais fixer une chose, c'est que c'est vrai que ce qui s'était passé à Goma a commencé la nuit. Mais la nuit, les FARDC n'avaient pas réagi. Vous voyez, c'est pendant la journée que quand nos FARDC ont constaté que les Ouazélando étaient, n'est-ce pas, armés, c'est comme ça, n'est-ce pas, qu'ils avaient réagi de la sorte. C'est comme ça que j'avais dit ici que si nos FARDC n'avaient pas réagi de la sorte, bien que nous condamnons, c'était le contraire qui allait être fait. C'est-à-dire que c'est nos soldats qui allaient être massacrés. Donc c'est ça la réalité, c'est ce que beaucoup de gens ne savent pas. Et ceux qui savent n'en parlent pas. Alors, pour revenir à votre question, moi je dirais tout simplement, messieurs les journalistes, que tout le monde le sait, que le président de la République, Félix Antoine Tshilombo, est respectueux de la Constitution et des lois de la République. C'est comme ça que vous voyez que malgré les contextes sécuritaires très compliqués que nous avons dans notre pays, mais il a quand même accepté, n'est-ce pas, d'inciter, de donner une impulsion, n'est-ce pas, à l'organe qui est censé organiser les élections, la CENI, de respecter, n'est-ce pas, ce que dit la Constitution. La Constitution nous demande, excusez-moi, la Constitution nous demande d'organiser l'élection 5 ans après. Et si vous voyez ce que fait notre CENI aujourd'hui, c'est dans le sens de respecter, n'est-ce pas, la Constitution. Mais vous allez voir que l'opposition que nous avons dans notre pays ne veut pas des élections. Il est là, il ne me dira pas le contraire. Tout simplement parce que selon eux, on ne peut pas aller dans cette élection parce qu'ils se sentent faibles dans l'opposition. Son parti, les Vonnoh Batisson, a refusé de participer à cette élection parce qu'ils ont senti que non, c'est une élection qui est déjà taillée sur mesure. Voilà. La réalité, c'est quoi, monsieur le journaliste? La réalité, c'est qu'ils ne veulent pas dire ce que, et au lieu d'aller aux élections, ils ont choisi le dialogue. Or, comme je viens de dire ici, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, est respectueux de la Constitution et des lois du pays. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que, comme la Constitution nous demande d'aller aux élections au mois de décembre 2023, nous allons aller aux élections au mois de décembre 2023. Et par ici, je vais fixer une chose. Rapidement. C'est que depuis 2006, 2011, 2018, vous allez constater que les élections n'ont jamais eu lieu dans l'ensemble de notre territoire. Il y a eu toujours des partis où, à cause notamment de l'insécurité, qu'on n'a pas pu organiser les élections. Vous avez ici parlé notamment de Beni et Beni territoire Yumbi. Et Yumbi, qui étaient concernés par l'insécurité aux élections 2018. Et on n'avait pas organisé les élections dans ces territoires-là. Mais cela n'avait pas, n'est-ce pas, n'avait pas fait assez que le président de la République ne soit pas élu. Vous voyez? Donc moi je pense qu'aujourd'hui, la vérité c'est que notre opposition n'a pas les moyens d'aller aux élections. Et puis en plus de ça, ils ont peur. Parce qu'ils savent que le président de la République les battra haut la main au vu, n'est-ce pas, de son bilan qui est largement positif. Merci beaucoup, Glody Okota. Je rappelle que vous êtes de l'UDPS, parti au pouvoir. Je donne la parole à Dieu merci Bassabola. C'est que, bien sûr, vous avez décidé de boycotter cette élection. Quand bien même certains de l'opposition,
ils ont décidé d'y aller. Ils ont dit, comme l'UDPS en 2018, sans ou avec la machine à voter, nous y allons pour contraindre les régimes en place. Mais vous avez carrément décidé de résister. Pour quelles raisons? Merci beaucoup, cher Cédric. Et pourtant, les trains des élections avancent, tout le monde est d'accord. Non, vous savez, dans notre parti, tout le monde a le droit de rêver Congo. Tout le monde a le droit de donner son point de vue par rapport à... Nous avons décidé en commun accord, même avant que cette histoire d'élection commence, nous avons réfléchi ensemble. Vous savez, l'objectif des élections, c'est pour donner la légitimité aux institutions politiques du pays. Vous voyez? On n'organise pas les élections pour plaire aux gens. On a organisé les élections, non. Alors, par rapport à l'expérience, ils ne vont pas me contredire. Le professeur Ndayuel l'a dit, n'est-ce pas, que depuis que nous avons commencé à organiser les élections, nous n'avons jamais eu un président élu. C'est-à-dire que nous avons tous les seuls moyens que la Constitution nous a donnés pour accéder au pouvoir. Cette thèse du professeur Ndayuel, c'est juste un avis qu'il s'est exprimé là-dessus. Mais c'est pas une parole d'évangile. C'est un constat. Quand nous nous dénonçons ici, nous avons commencé à les dire que M. Félix Tshisekedi en 2018 n'avait pas gagné les élections, vous n'avez pas cru. Bon, rien n'éprouve jusqu'ici. Rien n'éprouve. Même l'opposition n'était pas en mesure d'éprouver. Est-ce qu'on avait donné l'opposition l'opportunité de le prouver? Je n'espère pas. Vous avez été devant la Cour constitutionnelle. C'est un débat révolu. Donc, nous avons toujours dénoncé cet état de choses. Aujourd'hui, même celui qui avait publié M. Félix Tshisekedi comme président de la République, M. Corneille Nangaa, il a commencé à tenir des discours contradictoires par rapport à ce qu'il avait dit ou ce qu'il avait proclamé en 2018. Bref, les élections pour les élections, nous n'avons pas... Le problème, c'est quoi? Nous ne pouvons pas faire les lits au pouvoir. C'est-à-dire qu'ils auront un discours à dire à l'opinion internationale. Nous avons organisé les élections, l'opposition a participé et nous avons gagné les élections. Vous voyez? Est-ce qu'on doit faire toute une coutume? Le peuple congolais a besoin de souffler un peu. Vous voyez? On ne fait pas l'opposition par haine. On aime notre pays. Moi, j'aime mon pays. Et je n'ai aucun problème avec M. Félix Tshisekedi. S'il avait gagné correctement les élections, peut-être aujourd'hui, on serait ensemble en train de travailler. Mais en dépit de tout ça, nous avons consommé 5 ans. Ils nous ont coûté très cher, avec des détournements, avec tout ça. Où en sommes-nous aujourd'hui? Alors, est-ce que nous devons continuer? Parce que moi, je dis, le régime actuel, c'est les régimes de 18 ans. Et pourtant, le régime actuel, en matière de détournement des deniers publics, c'est un régime réputé pour un bon travail de qualité avec l'Inspection générale des finances. Oh là là. L'Inspection générale des finances est en train de faire des rapports, n'est-ce pas, sur des détournements. Est-ce qu'on détourne ou pas? Si on détourne. Et l'Inspection générale des finances est en train de faire des rapports. Et qui sont les auteurs? Et où ils sont? Certains même sont récompensés. On les fait quitter ici, on les nomme de l'autre côté. On est en train de voir ces genres de théâtre. En quoi c'est différent avec les régimes de 18 ans? Donc, c'est la continuité des régimes de 18 ans. Vous voyez, on a juste changé les acteurs. Mais c'est le même système. On voit aujourd'hui, on est en train d'arrêter déjà arbitrairement les journalistes, les politiciens, tout ça. Procès Salomon Kalonda. On attendait les procès pour qu'on l'arrête. Jusqu'aujourd'hui, on n'arrive pas à les prouver. Pourquoi on a arrêté Moujaki Estani? Vous voyez? Donc, c'est qu'on déplorait hier. J'ai vu un discours de M. Félix Tshisekedi quand il n'était pas encore président. Outrage au chef de l'État. Donc, ce sont les mêmes pratiques qui reviennent, n'est-ce pas? Les opposants sont victimes, certains, des menaces. Ce sont des choses qu'on ne veut pas. On a pensé évoluer. Quand j'ai suivi dans une émission de La Place, on a posé la question à Mme Albertine Kilem. C'est une dame de l'IDPS. Il a avoué vraiment qu'il fait. M. Félix Tshisekedi n'avait pas gagné les élections, mais si il a eu ses pouvoirs, c'est pour venger. Bon, moi, à un moment, je me suis ressaisi. J'ai dit, bon,
L'objectif, c'était d'abord qu'on chasse les régimes passés et puis qu'il y ait le changement. Vu que M. Félix Tshisekedi revient de l'opposition, nous croyons que les choses vont changer. Avec le temps, on s'est trompé. C'est ça la déception quand même. La déception de M. Kabila, c'est le fait que le peuple congolais avait besoin d'avoir un président élu. Ils ont fait le compromis à l'africaine, comme des autres le disent. Ils ont fait leur deal et M. Félix Tshisekedi était là. Bon, d'accord, il est là, on accepte, ça va, on évolue. On a pensé que les choses vont évoluer. Mais nous sommes des jeunes. Quel héritage que nous allons laisser à la génération qui nous suit? Mais aujourd'hui, le régime Tshisekedi a un bilan. Le régime Tshisekedi... Ouais, bon, ça va. Il a un bilan. Bon, déjà, je ne sais pas s'il a un programme de gouvernance, parce qu'à tout moment, on parle ici des programmes de chefs de l'État qui sont nés pendant le mandat. Il y a le programme des 140. C'est quoi le programme de gouvernance de monsieur? Alors, il a un bilan dans quel secteur? Plusieurs. Secteur de transport, Congo Airways est tombé, secteur de sécurité, il a lui-même dit que si il n'arrive pas à résoudre le problème de l'Est, il ne va pas considérer son bilan positif, n'est-ce pas? Vous connaissez ces discours. Non, écoutez, on ne peut pas faire semblant, on doit se les dire. Ils ont essayé de faire ce qu'ils ont essayé de faire, mais nous avons compris qu'ils n'étaient pas préparés. L'UDPS, ce n'est pas un grand parti, d'ailleurs c'est un groupe de pression. Pour preuve, à l'Assemblée nationale, ils ont combien de députés? C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas préparés. Ils ont profité de l'occasion. Alors du coup, on navigue à vie. Il faut que les choses changent. Il faut qu'on mette des professionnels. En quoi ce problème? Nous avons besoin des élections, mais de bonnes élections quand même. Nous avons compris que nous allons tourner nous allons faire la routine avec le même système. Parce que Kabila est parti, mais vive Kabila. On voit aujourd'hui, ils ont récupéré tous ceux-là qui ont pillé les pays pendant 18 ans pour continuer à les faire jusqu'à aujourd'hui. Nous vous supplions. Le seul moyen pour sortir de ces guet-apens, c'est seulement remettre le pouvoir au peuple. Je suis cité avec ces discours de celui de Nouvel Élan, j'ai oublié le nom. Il a dit ceci, et ils savent. Parmi le moyen d'accéder au pouvoir, parmi le moyen, nous sommes tous sur ces plateaux des politologues. J'ai eu l'impression. Il y a la cooptation, il y a l'hérédité, il y a les élections, mais aussi il y a la conquête. La conquête s'est faite par deux vases, la révolution et le coup d'État. N'est-ce pas? Si nous allons continuer à organiser des élections chaotiques, le peuple se prendra en charge un jour. Parce que l'article 64 de la Constitution a été fait pour ce genre de situation. A été mis dans la Constitution pour ce genre de situation. C'est-à-dire qu'une catégorie de personnes qui veulent prendre des pouvoirs par la force et l'exercer en violation de la Constitution, le peuple a les devoirs, je dis bien les devoirs de les mettre hors d'état de nuire. Alors nous avons constaté que les élections a été comme une sorte de formalité pour les gens du pouvoir. C'est-à-dire que nous avons besoin de rester, mais faisons semblant d'organiser des élections afin que M. Félix Tshisekedi reste là. Or, ce n'est pas ça. Nous avons besoin de la loyauté. Nous avons besoin de la transparence. Si M. Félix Tshisekedi gagne les élections par une bonne élection, pourquoi pas l'applaudir? Qu'est-ce qu'il y a? Parce que nous avons vu des indices, des signes de commission. C'est très grave, ça craint. J'aimerais bien raconter mes amis qui ont parlé des choses, mais apparemment les temps font des faits. Rapidement. Quand ça, je vais parler à mon ami Siforien, c'est ça? Siforien, il a parlé. Moi, quand je parlais de la responsabilité. Je n'ai pas parlé de mission de la JR. Je n'ai pas parlé de la mission de la JR, n'est-ce pas? Sécuriser tout ça, où il peut épauler l'armée. Je parlais de la responsabilité. Nous avons vu l'intervention a été faite par la garde républicaine, n'est-ce pas? La garde républicaine, vous et moi, vous le savez que la garde républicaine n'obéit pas au gouverneur. Sinon, s'il y a une opération, il doit y avoir une opération conjointe. C'est-à-dire que le commandant de la JR est informé de la situation et puis c'est lui qui donne l'accord que la JR intervienne.
Alors, dans ces cas où nous sommes, il devait avoir une vraie responsabilité. On ne peut pas commencer à nous faire de... Ah, on a suspendu qui. Certes, on peut suspendre, monsieur le gouverneur militaire, on peut aussi, pour des raisons d'enquête, l'arrêter, mais on doit aussi arrêter tous ceux-là qui sont entrés dans la ligne de commandement. Vous voyez? On ne peut pas essayer un peu d'épargner certains. C'est lorsque les enquêtes menées peut-être vont clairement démontrer que non, telle et telle autre personne. Non, écoutez, nous sommes dans une situation où la loi démontre que le commandement de la JR relève du président de la République. Et selon les procès, il est clairement dit que ces militaires ont agi sur instruction d'un autre commandant qui n'avait même pas le pouvoir de donner ces instructions. Alors, voilà pourquoi ces commandants ont été le premier à être interpellé par la justice. Alors, le commandant qui avait le pouvoir doit aussi, par des raisons de responsabilité, doit aussi être sanctionné. C'est pourquoi j'ai même parlé de VPM de l'intérieur pour le cas de Chéribin, c'est-à-dire que une personnalité politique, une haute personnalité politique est assassinée. Donc, si nous sommes dans un état de droit, c'est lui qui est en charge de la sécurité intérieure doit démissionner ou soit doit être sanctionné. Merci beaucoup, Dieu merci Bassabola. Je rappelle que vous êtes cadre du parti Les Battes, Les Vonous et Bâtissons du président Alain Bolodjoa. Voilà. Que je salue, qui est en Europe. Merci beaucoup. Job Maele, la situation sécuritaire, nous en avons parlé, mais il semble que, bien sûr, la CENI qui avance avec les cadres de concertation programmés pour demain, mercredi, jeudi et vendredi, avec les partis politiques, la société civile. Mais c'est un aspect, on doit en parler dans cette émission. Mais je pose une question par rapport aux dénonciations de la CENCO et l'ECC. Aujourd'hui, l'Union africaine prête à envoyer sa mission d'observation à la CENI, mais malgré tout ça, malgré les efforts fournis par la CENI, la CENCO et l'ECC ne sont pas toujours d'accord sur l'évolution du processus électoral. N'ont-ils pas raison? Je pense que lorsque nous parlons de la CENCO et de l'ECC, il faudrait mieux que l'un de ces 4 matins, qu'ils aillent au ministère de l'Intérieur afin de métamorphoser leur statut. Parce que la manière dont vous parlez, c'est comme s'ils étaient partie prenante directe au processus électoral. CENCO, Conférence épiscopale nationale du Congo, ECC, Église du Christ. Ils ont une expérience comme mission d'observation. J'arrive, mission d'observation. Très bien. L'observation pendant le processus électoral, posons-nous la question, c'est quand? Le processus électoral a 3 phases. La phase préélectorale, la phase électorale et la phase post-électorale. Que dit le cadre juridique que nous appelons la loi électorale? Pour une mission d'observation, pour quiconque voudrait être observateur, doit écrire une lettre 15 jours avant la date du scrutin. Demander. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Et la mission d'observation se passe quand? Se passe dans la période où on dit la période électorale, du vote proprement dit. Mais lorsqu'on parle de la CENCO ici, c'est comme s'ils étaient des animateurs politiques. Non, ils voulaient juste se rassurer de l'évolution du processus. J'aimerais vraiment que les prêtres enlèvent les soutanes pour qu'ils viennent sur le... Là, c'est votre thèse, mais du moins, ils veulent qu'il y ait de bonnes élections à la fin de cette année. J'aimerais qu'ils enlèvent les soutanes pour que nous battons à main nue dans les champs politiques. Ici, il faudrait mettre des points sur les i. Partons dans une approche systémique. Nous prenons l'État comme un système. OK? Et dans ce système, il y a des sous-systèmes qui sont en interaction. Les sous-systèmes, ce sont les différentes structures spécialisées. Alors, chaque structure a ce qu'on appelle ses attributions, ses missions et ses rôles. Lorsque une structure va déroger à ses missions et à ses rôles, le système ne va plus bien fonctionner. La CENCO, l'ECC, ce sont des sous-systèmes spécifiques qui ont des missions et des attributions. Mais actuellement, ils veulent les déroger. Ils veulent faire l'usurpation des attributions et le pouvoir. La CENI, c'est quoi ces attributions? Ces missions, ces fonctions,
Lisons l'article 211 de la Constitution. Lisons même la loi portant fonctionnement et organisation de la CENI dans son article 9. On parle de la CENI comme instance spécifique qui doit organiser le processus électoral. C'est la CENI qui doit nous édicter, qui doit nous orienter par rapport au processus électoral. Et non le contraire. Je vous ai dit encore, j'avance encore. Il faudrait que le législateur de 2024 puisse transformer la CENI à une institution conjointe ECC, CENCO, organisation spécifique pour organisation des élections. Parce que jusqu'à ces instants, nous ne comprenons plus rien. Alors, un rétropédalage pour 30 secondes. Oui, lorsqu'on parle de M. Nanga, M. Nanga aujourd'hui a une respiration politique. Il faudrait faire une différenciation entre Nanga d'hier et Nanga d'aujourd'hui. Nanga d'hier était dans une neutralité parce qu'il était dans la CENI. Nanga d'aujourd'hui a une respiration politique. Cette respiration politique qui tend vers l'opposition. C'est pourquoi ces réflexions vont toujours tendre à contraindre le pouvoir. M. Ndaïwel, un scientifique, un grand maître de la science, mais lorsqu'il émet une thèse, c'est par rapport à ses convictions. Lorsqu'il dit que nous n'avons jamais eu de président élu, c'est une conviction à lui. C'est comme l'un de mes professeurs qui m'a encadré. Il a été maître de mon mémoire. Je salue le professeur Germain Kouna, qui lorsqu'il défendait sa thèse, il parle de l'inexistence de l'État. Mais le prof Bongeli parle de l'État bébé. Voudrais vous dire qu'ici, en RDC, on a un État bébé ou un État inexistant. Ce sont les réflexions purement scientifiques. C'est sur base des objectifs, c'est sur base des éléments qu'on traite ces genres de questions. Okay. La question sur Congo Airways, je suis en train de maudire le jour que certaines personnes sont devenues autorités de ces pays. Parce qu'ils ont construit des bombes à retardement. Congo Airways est une bombe à retardement. Je vous l'ai dit. Rapidement, Diomaye. Ici, les gens ne savent pas. J'ai fait une recherche approfondie sur la question de Congo Airways. On nous a construit une entreprise à bombe à retardement. Nous avons eu supposé 4 avions avec 400 agents. Déjà, on préfigurait une faillite. 10 mois après la mise en place de Congo Airways, je cite la date. Le mois de novembre 2016, Congo Airways avait déjà un problème financier. Et le directeur général des l'époque, M. Balazir, quelque chose comme ça, avait fait un toilettage des agents pour ce que le Congo Airways puisse avoir au moins 300 agents. À l'époque, Congo Airways avait déjà un déficit de 22 millions. Nous étions en 2016. Matata Ponyo, Premier ministre. Bombe à retardement. Okay. Donc je pense qu'ils ont construit une chose, ils savaient que nous étions en train de laisser un produit périmé. S'il vous plaît, quand on parle d'un produit périmé, je ne sais pas si c'est le français qui doit être kilométrique. Un produit périmé, c'est un produit qui ne se consomme pas. Facialement comme ça, c'est un produit bon, mais dans son intérieur, c'est un produit qui... Et puis, Matata Ponyo a quitté le pouvoir, il a laissé 3 avions et un seul avion qui ne fonctionnait pas, qui ne pas vite. Pour rimer. Mais à peine que l'Union sacrée, à peine que le régime actuel est venu au pouvoir. Le régime actuel est venu trouver. Il faudrait contrôler des nouveaux appareils. Congo Airways en défaillance grandissime. Ils nous ont promis 8 avions. En défaillance grandissime. Il a fallu d'abord combler les trous laissés par les régimes périmés. Merci beaucoup, Diomaye. D'où il faudrait soutenir ma thèse. Nous avons eu un régime cannibaliste. Merci beaucoup, Diomaye. Je rappelle que vous êtes politologue proche de l'Union sacrée. Je prends Saint-Foré KMB, cadre des concertations convoquées dans le but, dans son caractère, de changer permanemment avec les acteurs de la société civile, le parti prenant au processus électoral. La CENI convoque demain. C'est d'abord le parti politique et regroupement politique. Le jeudi, c'est la société civile et le vendredi, c'est les jeunes, les femmes et les peuples autochtones. Saint-Foré, quand même, vous avez la parole. Et pourtant, de l'autre côté, on parle d'une CENI qui ne veut pas écouter l'opposition sur certaines recommandations qui ont été posées. Merci beaucoup, Serge Cédric. Par rapport à cette question du cadre des concertations qui sera convoqué demain, j'ai suivi
l'annonce du président de la CENI. Il y a plusieurs parties prenantes au processus électoral. Aujourd'hui, je ne sais pas quelle opposition vous êtes en train de faire allusion ici, qui ne veut pas aller aux élections. Est-ce que les partis qui se sont déjà ralliés au processus électoral et qui ont déjà déposé leur candidature, qui ont déjà déposé leur dossier pour la députation à tous les niveaux, ne sont-ils pas des partis de l'opposition où il faut seulement un parti politique qui est resté dans son coin avec sa logique, soit intégré au processus électoral, que le processus soit inclusif? C'est la question que je me pose. Vous avez 900 partis politiques, maintenant là, qui ont déjà déposé leur dossier au niveau de la CENI. Et il y a un seul parti politique qui est resté dans son coin, qui continue à poser des préalables tout au début du processus électoral, pendant que le train est en marche. Mais les idées de Martin Fayulu, ce n'est pas un petit parti politique. Bon, c'est toi qui l'as dit. Martin Fayulu, vous le savez très bien, c'est un candidat qui a fait campagne en 2018. Il a été partout, il a battu campagne. Jusqu'ici, il réclame plutôt la vérité des urnes, vous le savez. Je sais bien que Martin Fayulu était candidat fabriqué. Et lui-même, il est dit, il représente la volonté du peuple. Il représente la volonté du peuple. Je ne sais pas quel peuple qui il est en train de se réclamer. Il faut retenir que Martin Fayulu était un candidat fabriqué. Et les gens qui ont fabriqué la candidature de Martin Fayulu ne sont plus avec Martin Fayulu. Aujourd'hui, quand vous parlez de décider comme un grand parti politique, je ne vais pas aller très loin pour montrer mes dents, mais je suis en train de regretter, je suis désolé quand vous dites que décider c'est un parti politique. Aujourd'hui, si vous descendez dans les rues de Kinshasa, dans le village, chez moi, à Kabam du Congo, quand vous arrivez, vous demandez le nom de parti du Martin Fayulu. On identifie seulement Martin Fayulu, on ne sait pas c'est quoi la signification de son parti politique. Il y a des partis politiques qui existent ici à Kinshasa. Il y a des partis politiques qui existent dans le village du fondateur du parti. Mais dans d'autres provinces, vous n'allez pas les retrouver. Tel est le cas de l'ECD. Donc, dans l'ECD, il n'y a que Martin Fayulu qui est connu. Martin Fayulu était porté comme candidat par une grande coalition, la Mouka. Et la coalition, la Mouka, est où? Martin Fayulu a combien de partis politiques aujourd'hui qui l'appuient? Quand même, nous avons vu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui n'a pas encore déposé sa candidature. Il y a beaucoup de partis politiques qui sont derrière lui, en train de l'appuyer pour déposer sa candidature. Vous avez vu Moïse Constant Moutamba. Je fais allusion à l'opposition voilà. Aussi. Vous avez vu Moïse Katumbi, qui est appuyé aussi par certains partis politiques pour qu'il dépose sa candidature. Combien de partis politiques sont aujourd'hui à épingler également que Dr Mukwege, là déjà la caution qui lui a été déjà remise. Bon, concernant les cas Mukwege, je suis en train de voir un peu parce qu'il y a des gens qui mettent un peu des points d'interrogation dans l'opinion pour dire que la candidature de Dr Mukwege dérange. La question que je pose à certains amis, la candidature de Dr Mukwege dérange qui? Est-ce que Mukwege, enlevons Félix Tshisekedi, faisons les sondages entre Mukwege, Matata, Fayulu, Katumbi, est-ce que Mukwege arrive même à faire 20%? Les candidats qu'on qualifie aujourd'hui, qui n'ont pas un bagage intellectuel comparable au docteur Mukwege, prix Nobel de la paix, sont en train de frapper docteur Mukwege dans tous les sondages qu'on est en train de produire par-ci, par-là. Donc ce n'est pas un candidat qui va faire perdre à la candidature de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Okay. Moi, j'ai fait appel à toutes les partis politiques, comme la CENI a lancé un cadre de concertation. Je suis chrétien catholique, je respecte beaucoup les pères, les curés de nos paroisses, mais il faut essayer un peu d'éclaircir l'opinion par rapport à ça. Il y a la différence d'être témoin et d'être observateur. Au moins les témoins ont accès. Lorsqu'on va faire les dépouillements, les témoins ont accès à certains documents
dans un centre de vie. Vous le savez, l'Église catholique a toujours des témoins lors... L'Église catholique, à ce moment ici, doit être considérée comme observateur seulement, pas des témoins. Des témoins, vous allez demander, mon ami a essayé un peu d'éclairer l'opinion par rapport à la procédure qu'il faut mener pour être observateur. Okay. Mais à ce moment ici, l'Église catholique, je ne sais pas quel statut que je vais essayer un peu de donner à mon Église, un groupe de pression, un mouvement citoyen, je ne sais pas quel qualificatif que je peux accorder à l'Église catholique. Mais néanmoins, on lui donne cette garantie-là d'être observateur. L'Église peut continuer dans sa mission d'observation, okay, mais émettre des points de vue. Il peut se diriger vers la CENI s'il y a des points de vue et des points de vue qui ne seront pas jamais considérés comme parole d'évangile, comme quand nous sommes à l'église, quand les prêtres prêchent, il n'y a pas de contradiction. Voilà. Donc dans l'église, il n'y a pas la démocratie. Mais lorsque vous êtes sur le plan politique, tout ce que vous allez émettre comme point de vue doit être contredit par les uns ou les autres. Donc j'appelle aussi l'église catholique d'aller aussi voir la CENI pendant ces moments de concertation, émettre ce point de vue et discuter avec la CENI. Et j'appelle nos amis de l'opposition qui sont en train encore de traîner les pas, comme mon ami Dieu merci. Il a parlé, je l'ai suivi, il a essayé un peu d'évoquer les modes de l'accession au pouvoir et il n'a pas proposé qu'est-ce que vous voulez, parce que la Constitution veut assez qu'on puisse organiser les élections dans les délais. Alors, il nous reste 3 mois pour que les mandats de Félix-Antoine Tshisekedi puissent prendre fin. Vous voulez quoi? Vous voulez la révolution? Vous voulez les coups d'État? Vous voulez les élections? Bien les dialogues. Les dialogues. Si vous voulez les dialogues, parlez tout haut. En lieu place d'évoquer l'article 64 de la Constitution pour rien. Parce qu'il n'y a pas un pouvoir qui a confisqué les pouvoirs du peuple jusqu'à preuve du contraire. Merci le beaucoup. président Félix-Antoine Tshisekedi a la bonne volonté d'organiser les élections et participer aussi à ces élections-là et gagner, et la population sera derrière vous. Merci beaucoup, Symphorien KMB. Je rappelle que vous êtes de l'Union sacrée de la nation. Je donne, je crois, la dernière parole pour votre tour à Glody Okota dans cette émission. Vous profitez également pour dire votre mot de la fin. C'est que déjà, l'opposition, nous avons parlé de l'ECD, il y a Lèvons-nous et Bâtissons, les partis de M. Alain Bouloudjoa qui dénoncent également qu'il y aura une élection chaotique. Mais ne sentez-vous pas que, au regard de ces dénonciations, il serait mieux revenir autour d'une table, discuter notamment avec toutes les parties prenantes justement, et également avec les acteurs de la société civile, trouver un terrain d'entente pour des élections crédibles qui vont même donner de la crédibilité au régime Tshisekedi. Merci, monsieur le journaliste, pour la question. Monsieur le journaliste, vous allez me permettre de revenir un peu sur les mensonges là. Plus rapidement. Là, ici, dit que l'UDPS était un petit parti politique, que l'UDPS était un groupe de pression, parce que selon lui, l'UDPS n'a pas beaucoup de députés à l'Assemblée nationale. En fait, je dirais à mon frère, je le conseillerais d'ailleurs de ne plus dire ce genre de choses, surtout dans un plateau de télévision. Ce n'est pas sérieux, en fait. Parce que, comme vous le savez, NIT était l'UDPS, mais nous serons toujours, n'est-ce pas, sous l'emprise, sous l'esclavagisme, je dirais même, de M. Kabila. C'est l'UDPS qui a délivré ce pays. Si aujourd'hui, tu as quand même l'audace de passer à la télévision et de critiquer le pouvoir en place, c'est grâce à l'UDPS. Ce qui n'était pas le cas il y a 5 ans, 6 ans passés. Sinon, on serait venu même si le plateau de la télévision est arrêté. On a vu ça à l'époque avec certains confrères qui ont été, n'est-ce pas, arrêtés en pleine émission. Mais aujourd'hui, tu as quand même l'audace, n'est-ce pas, de critiquer les chefs de l'État, de critiquer sévèrement le gouvernement. Un gouvernement qui fait des efforts, un gouvernement, n'est-ce pas, qui se bat pour que ces pays soient relevés, mais toi, tu as l'audace de venir à la télévision pour critiquer. Je ne peux pas accepter ça. Alors, pour revenir à votre question, monsieur le journaliste, je dirais que les dialogues
dans notre coutume en tant que les Africains n'est pas mauvais, vous voyez, il faut toujours dialoguer. Mais nous sommes dans un contexte où il faut soit respecter la Constitution ou la violer. Or, nous, vous avez dit, nous sommes des respectueux, n'est-ce pas, des lois de la République et de la Constitution. Ce qui veut dire que nous tenons à ce que les élections soient organisées, n'est-ce pas, au mois de décembre 2023. La CENI nous avait, n'est-ce pas, parlé de plusieurs contraintes, notamment les contraintes... Rapidement, mais aujourd'hui, comme vous le savez, il y a un état de siège qui a été mis en place, n'est-ce pas, pour pallier, n'est-ce pas, à ces contraintes-là sécuritaires qui posent super problème au niveau de la partie est de notre pays. Je voulais dire une chose, pardon, concernant l'état de siège. Rapidement. Si aujourd'hui, au Nord Kivu, l'état de siège pétine encore, mais à Ituri, par exemple, où il y a le général Johnny Luboya, l'état de siège a des résultats. Okay. Malheureusement, Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de l'émission. Merci beaucoup. S'il vous plaît, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Profite les mots de la fin. Les mots de la fin, justement. S'il vous plaît, nous sommes déjà à la fin de l'émission. S'il vous plaît, nous sommes à la fin de l'émission. S'il vous plaît. Alors, pour finir, malheureusement, vous avez reçu des émissions. Oui, voilà. Je voulais rappeler, n'est-ce pas, à toute la population de la commune de Maniema que votre frère, Eli Okessi, organise une activité, n'est-ce pas, demain, mercredi 19 décembre 19 septembre 2023, au quartier Moussey, vers 10h. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je donne la parole enfin à Diomaye et pas enfin pour votre mot justement de la fin. Et... je pense que mon mot de la fin serait, je serais un peu très rigoureux envers un homme qui a toujours escroqué les Congolais et les jeunes politiques congolais, M. Martin Fayoulou. Parce que comment ça? Oui, il a toujours escroqué. Il a essayé de vendre des visions platoniques aux jeunes Congolais. Il y a plusieurs qui ont été ces généraux, ces lieutenants. Aujourd'hui, ils sont nulle part parce qu'ils ont été freinés par leur velléité, leurs ambitions électorales. Et donc je pense que ça, c'est une escroquerie politique. Et c'est vendre des illusions aux jeunes gens. Je pense qu'il faudrait, je dirais deux mots sur lui. M. Fayoulou n'a jamais eu cette aura de leadership. En 2018, il a été porté. Ce n'est pas les CID. Ce n'est pas les CID qui a présenté M. Fayoulou comme candidat président. C'est la Mouka. Et la contestation de la Mouka, il y a eu des poids lourds. Des poids lourds du point de vue politique et du point de vue financier. Les CID est-elle un grand parti politique? Non. On jauge un parti politique dans deux dimensions. Dans une dimension parlementaire et dans une dimension extra-parlementaire. En 2006 jusqu'en 2018, quelle était la force parlementaire de l'ECD? Pas plus de 5 députés. Pas plus de 5. Pas plus de 3. 5 c'est beaucoup, je ne mets pas plus de 3. Rapidement, du point de vue sur terrain, nous avons 26 provinces. L'ECD est installé dans combien de provinces? Pas plus de 26 divisé par 2, c'est combien? 12. Pas plus de 12 provinces. En quoi l'ECD est une force politique? Aujourd'hui, le cadre juridique restreint encore le combat pour donner à ce qu'avec l'échelle des représentativités, le 60% des postes à pourvoir, et ce monsieur a vu qu'il ne pouvait pas financièrement battre campagne, financièrement soutenir ses lieutenants et ses généraux. Il fait allusion à une certaine fraude électorale. C'est une stratégie de foot en avance. Merci beaucoup, Diomaye. Je pense que les élections ici, pour aller aux élections, il faut être suffisamment préparé. Pour aller aux élections, il faut être suffisamment stratégique pour battre Félix Antoine Tshisekedi. Nous, l'Union sacrée, nous avons la conviction que le 24 janvier 2024, Félix Tshisekedi va prêter serment comme président de la République pour continuer sa vision. Merci beaucoup, Diomaye. Je rappelle que vous êtes politologue proche de l'Union sacrée. Je donne la parole à Symphorien KMB avant de finir avec Dieu merci Wassabola. Votre mot de la fin. Merci beaucoup. Moi, je m'attelle sur la jeunesse qui s'est déjà positionnée pour participer à ces processus électoraux tout en déposant leur candidature. Je les encourage et j'appelle mes amis de l'opposition qui traînent encore, qui sont dans la distraction de leurs leaders
politique parce que certains se sont déjà réveillés, comme le dit leur fameux la Mouka. Donc beaucoup de jeunes se sont déjà réveillés, ils ont quitté déjà la Mouka, ils sont maintenant au processus électoral dans certains partis politiques proches de l'opposition. Et j'appelle aussi la population de ma province d'appuyer surtout les jeunes qui se sont déjà positionnés, des jeunes qui ont la vision, pas les jeunes qu'on utilise pour remplir les critères du seuil. Parce que nous savons que les partis politiques ont ramassé des candidats fantômes, tout simplement pour remplir les critères du seuil qui frappent certains partis politiques. Bon, maintenant, pour contourner cette situation-là, ils ont ramassé même les gens qui n'ont pas les niveaux. Et c'est pourquoi j'essaie un peu de réveiller la jeunesse kassaïenne de façon à ce qu'ils puissent un peu s'appuyer sur les jeunes qui ont la vision. Je sais par là. Merci beaucoup, Symphorien KMB. Je rappelle que vous êtes des lignes sacrés. Et pour finir, je prends Dieu merci à Sabola, cadre du parti Les Bat. Votre mot de la fin. Monsieur Cédric, est-ce que vous me permettez pendant plus une minute de rencontrer mon ami Glody. Il a été sensiblement touché parce que j'ai dit que l'UDPS n'était pas un grand parti. C'est vrai, j'ai réitéré mon propos, ce n'est pas un grand parti. Et puis c'est un groupe de pression. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous allez à l'Assemblée nationale... C'est un parti qui a existé pendant 37 ans. De la même manière aussi, les CC et les SENCO doivent changer de statut pour devenir les partis politiques. Donc, si on va à l'Assemblée nationale, on voit la représentativité, on va comprendre qu'il ne fait pas partie des grands partis. Et puis, si on voit en termes de formation des cadres et de préparation pour les élections, donc il n'y a pas de formation, il n'y a rien. C'est pourquoi j'appelle, c'est un groupe de pression. On voit plus de militants que des cadres. Même ceux qui se font passer pour des cadres, quand on voit leur comportement et leur agissement, on va comprendre, bon, peut-être que Glody, c'est un jeune que je connais très bien, il est intelligent, peut-être que demain il aura la chance même. Fort malheureusement à l'UDPS, les intelligences, ils font récompenser à bateau. Bref, si je dois dire quelque chose en termes de conclusion, je vais dire au peuple congolais que nous avons vécu dans cette situation il y a longtemps. Nous sommes en train de vivre sur la suite du régime des 18 ans. Il faut que les choses changent. Nous aspirons à un Congo. Nous devons avoir des bons débats, vous voyez, hein? Pas des débats ils n'ont pas réalisé les politiques élémentaires. Donc on devait avoir le débat peut-être sur le développement, comment on ne peut pas continuer à avoir des débats. On a tué là-bas, on n'arrive pas à relancer Bukanga Lonzo, on a Kiss Matata Pogno, on n'arrive pas à relancer Congo Airways, on est en train de... Donc on ne devait pas être là, on devait actuellement, selon eux, le débat devrait. Donc nous avons compris que nous sommes dans un système et pour sortir de ce système, il faut frapper fort. Alors nous appelons au peuple congolais de s'élever et mettre en état et faire échec à tous ces gens qui ont même pris en otage les jeunes intelligences comme ce que je suis en train de voir ici sur ces plateaux, et ils sont en train de faire le chant, le refrain de tous ces vieux-là. Le seul moyen, c'est par les élections qu'on doit sanctionner. Merci à Glody au quota. L'article 64, non, l'article 64 n'organise pas les élections. Je crois que l'article 64, c'est constitutionnel, mais n'organise pas les élections. C'est demain. Merci beaucoup, messieurs.